Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lourdeau Associés. Abordons aujourd'hui les modes de gestion des activités culturelles, du point de vue des personnes publiques. Les choix de modes de gestion en matière culturelle et d'une manière générale, les rapports publics-privés en matière culturelle, singulièrement en France, soulèvent des difficultés et donnent lieu à des appréciations extrêmement polémiques. Ce à quoi je vous invite, c'est de regarder les choses au cas par cas et à chacun ensuite, évidemment, de faire son choix. Et de ce point de vue-là, il faut commencer par identifier toute une série de critères. Puis, regarder les modes de gestion possibles, critère par critère, et à chacun ensuite de faire son choix en fonction de son projet culturel, en fonction de son territoire, en fonction de ses finances, en fonction de l'état de ses partenariats, etc. Quels sont ces critères ? Il y en a plein. Le but, c'est de les trouver au cas par cas. Mais je vais rappeler quelques invariants. Le statut du personnel. Il nous est arrivé qu'on nous demande de créer une SPL juste parce qu'on voulait que l'ensemble des enseignants de musique et de danse puissent bénéficier de CDI, mais on voulait que ce CDI soit de droit privé. Bon, alors attention, les intermittents ne sont jamais un problème, c'est possible en public, en privé, dans à peu près tous les modes de gestion. Mais pour le reste, statut du personnel, statut du DG, qui n'est pas toujours le même que celui du reste du personnel, statut des élus, avec ou sans indemnité de fonction, bride laissée sur le coup ou non au créateur, contrôle par la collectivité, partenariat entre collectivités, est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir un partenariat entre une personne publique, une personne privée, un département, là, on va tout de suite glisser vers certains modes de gestion, par exemple. Proximité avec les financeurs. Je vais prendre un exemple tout bête. Un certain nombre de mes clients me disent depuis qu'on est passé en EPCC, on a un partenariat, des partenariats qui nous permettent d'optimiser nos financements et d'autres qui nous disent non, pas du tout, c'est pas vrai. Ça dépend des cas. Les apports du privé. Est-ce que j'ai des acteurs du privé, une fondation, des gens qui ont des droits, qui entraînent certains modes de gestion ou pas? Certains modes de gestion seront compatibles ou pas avec tel ou tel type de projet cinématographique, théâtral ou surtout en matière de musée. Est-ce que j'ai une comptabilité publique ou pas? Parfois c'est souhaité pour des raisons de rigueur, parfois c'est à fuir. Il y a un grand nombre de festivals de jazz, de musique, de classique dans une moindre mesure ou de rock, ou pour lesquels les comptables publics ont du mal à accepter que des tourneurs doivent être payés 1 an à l'avance pour 50% de leur cachet. Dans ces cas-là, il faut évidemment éviter les modèles fondés sur la comptabilité publique. Et puis pour d'autres festivals ou d'autres activités, ce n'est pas un paramètre. Les droits et les marques, évidemment, le régime des aides qui sont propres à chaque secteur culturel. Nombre de cinémas ont fait des choix de mode de gestion en plantant l'optimisation des aides CNC ou des régimes des aides dites loi Soir, pour citer cet exemple parmi bien d'autres. Quel équilibre financier je veux ? Est-ce que ce régime va être évolutif? Est-ce que je fais un régime qui est très naturellement évolutif? Ou, je sais pas, je vais prendre un exemple. Si je fais un GIP avec de nombreux partenaires, parce que c'est une base contractuelle, j'aurai une difficulté assez souvent à le faire évoluer par rapport, à une régie personnalisée que je peux faire évoluer comme je veux. Mais ça va dépendre au cas par cas. Est-ce que j'ai des conditions propres à telle activité? Est-ce que j'ai une activité muséale pour lesquelles je vais devoir respecter les critères de la Réunion des musées nationaux? Évidemment, j'aurai dans ces cas-là des paramètres extrêmement précis, etc. Les paramètres fiscaux. Il y a certains montages, on peut penser au SPL, qui entraînent un surcoût fiscal presque automatique. Oui, mais pas dans tous les cas et pas de manière dirimante toujours. Est-ce que je vais faire du mécénat? Souvent on me dit en réalité on arrive toujours à faire du mécénat. Oui, par un fonds de dotation, il y a tas de choses qu'on peut faire. Mais il y a certains modes de gestion, le PCC notamment, qui optimisent vraiment ces questions de mécénat. Il y a des régimes qui sont plus ou moins lourds. Et puis il y a des problèmes de faisabilité juridique. C'est-à-dire que parfois il y a des montages qui semblent parfaits mais qui entraînent un tout petit risque juridique sur tel ou tel aspect. Est-ce qu'on assume ou pas? Face à tous ces critères, il faut faire un choix. Pondérer ces critères, identifier les critères de votre territoire, ce qui semble important, pas important, et passer ça ensuite au prisme, d'abord d'une analyse du projet, du terrain, mais aussi des choix de mode de gestion possibles. Et alors là, je vais passer très très vite des choses sur lesquelles on pourrait passer des journées entières. Je peux d'abord me dire, mais moi je vais me contenter d'aider l'activité privée. Et ça a l'air facile et tout va bien. Oui, mais attention. Dans certains cas, par exemple, je vais avoir des montages purement privés, par exemple un bail commercial pour un cinéma ou pour une brasserie de théâtre.
Ce qui peut être avantageux dans certains cas, oui, mais à certaines conditions seulement. Le grand classique, c'est on a un projet par une association, le public se l'empare, finit par changer totalement le projet, et à la fin, ça devient le projet du public, et il sera très difficile de le donner à l'association sans que ça risque d'être requalifié comme étant en réalité un marché public ou une délégation de service public. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il y a aussi, dans les rapports avec les associations, les fondations, les problèmes des frontières complexes parfois entre le cultuel et le culturel. Voici ici quelques références. S'y ajoute évidemment la loi dite séparatisme. C'est la loi respect des principes de la République. Il y a aussi un danger à éviter, c'est que l'association ne peut agir en lieu et place de la collectivité. On a eu beaucoup le problème dans les communes avec les offices municipaux des sports. On a parfois aussi des associations qui perçoivent l'argent de la commune pour la culture et qui en réalité ventile, contrôle ces subventions entre différents acteurs culturels. C'est illégal. Autre illégalité qui est d'une autre nature, c'est la gestion de fait, qui est à éviter quand l'association est trop transparente ou qu'elle va. Mais ce n'est pas uniquement ça. Je prends un exemple. Dans une affaire qui concernait l'Opéra de Paris, à ROP, on avait une association qui, d'une certaine manière, vendait sans mandat des abonnements premium. La ROP existe encore, mais ils ont réglé leurs problèmes depuis. Eh bien, ça pu être une gestion de fait avec un certain nombre de difficultés parce que l'association était transparente, mais surtout parce qu'elle vendait sans mandat, en bonne et due forme, des prestations en réalité pour l'Opéra de Paris. On a également des questions financières. Si j'ai une association culturelle, dès qu'on est dans le service public, qui va se mettre à aider une association, ça va se poser la question de savoir comment on fait un équilibre financier. Et on va demander aux acteurs associatifs de s'approcher de l'équilibre ou en tout cas d'être moins purement déficitaires. Mais plus ils vont développer des activités industrielles et commerciales, plus ça posera des problèmes de fiscalité, qui en général se règlent par un bout de budget, un bout d'activité assujetti à TVA et pas le reste. Mais bon, à regarder. Et puis d'ailleurs, ça va conduire à des comparaisons parfois compliquées entre le mode de gestion privé et public. Et puis évidemment, surtout le problème de la frontière avec les marchés publics et DSP. Je vous ai fait ce petit tableau, que voilà en grand, pour schématiser depuis la Aix-en-Provence, il y en a eu d'autres depuis, et peut-être plus importantes, mais globalement, la grille entre ce qui sera un marché public et ce qui sera une aide, une subvention. Bien. Et puis très souvent, on aura des appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt. Nous, au cabinet, on a beaucoup de dossiers culturels qui passent uniquement maintenant en appel à projet ou appel à manifestation d'intérêt dans des domaines où autrefois on était plus facilement sur carrément du marché ou de la DSP, pour laisser les acteurs privés libres, sauf que dans ces cas-là, il faut vraiment que ça ne soit pas fléché pour un acteur et que le cahier des charges soit très ouvert, sinon on a une requalification. Regardez notre vidéo là-dessus et je vous ai mis quelques pages de diapos qui passent rapidement pour résumer ceci. On peut aussi faire le choix de se dire non, moi je veux carrément choisir un acteur privé dans le cadre d'une marché, d'une mise en concurrence. Par exemple, les activités culturelles, muséales et les arènes de Nîmes ont donné lieu à une délégation de service public pour laquelle d'ailleurs il a été jugé que les biens de retour devaient être transférés, oui ça bien sûr, y compris les pages internet et ce genre de biens immatériels. C'est important. Donc c'est quelque chose qui se pratique, mais attention, là aussi, il y a quelques spécificités propres à l'activité culturelle. Alors, souvent c'était « ah oui, mais transfert du personnel de public à privé ». Ça, c'est plus un problème depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Mais on va avoir un problème d'équipe contractuelle entre marché et DSP. Et on va avoir des problèmes parfois de TVA, c'est-à-dire que on va se retrouver parfois à verser des sommes en TVA à son prestataire ou délégataire, conduisant à un surcoût parce que la collectivité, elle, ne récupère pas la TVA correspondante, plus quelques problèmes de perte du FCTVA avantageux outre-mer. Attention aussi au choix de mode de gestion. Je vais prendre un exemple. Si je fais un cinéma en régie, il sera en régie et puis la régie va faire sa programmation, bien ou mal, mais elle va le faire, en ayant peut-être moins de pression à faire des entrées que si c'est un opérateur privé dont la rémunération dépend étroitement du dit équilibre. Mais bon, voilà. Mais par exemple, on a vu des acteurs publics choisir des marchés publics en cinéma. Donc régie, pourquoi pas, DSP, pourquoi pas. Si je passe en marché public, eh bien, j'ai vu dans le passé un prestataire en marché public qui ne programmait que ce qui l'amusait, puisque de toute manière, sa rémunération ne changeait pas selon que sa programmation était ou pas attractive pour les publics. Et en revanche,
en Normandie, des systèmes de marché public avaient été passés pour des cinémas ruraux itinérants et ça marchait très très bien. Vous voyez, donc, à voir au cas par cas. Et puis, il y a une fausse évidence. C'est croire que la culture est toujours un service public. Eh ben non, c'est pas toujours un service public. Il y a eu parfois des cas d'activités de palais des festivals, de palais des congrès, d'événementiels culturels, de spectacles musicaux, folkloriques, de théâtre même, qui ont pu être considérés comme étant culturels dans certains cas, service public culturel, et dans d'autres cas comme étant des activités d'intérêt général, mais sans la qualification de service public. Et donc sans la possibilité de faire une délégation de service public. Bien sûr. Évidemment, on retrouve singulièrement en matière de théâtre et de cinéma des difficultés sur ce point, où le problème va se poser aussi parfois la qualification pour les boutiques, notamment de musées, de galeries expo et autres. Bon, pour les galeries d'art, la question se pose moins. Voici quelques références sur des activités cinématographiques intéressantes en cinéma. Autre exemple un peu contre-intuitif. Très souvent, nos clients nous disent « Bon, on va faire une DSP pour notre restauration de notre musée ou de notre activité culturelle, quelle qu'elle soit. » Eh ben non, c'est pas si simple que ça. Pour résumer à très 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 grands traits la jurisprudence, qui est un peu plus subtile que ça en fait, si j'ai une activité, musée par exemple, qui fait que j'y passe des heures et que du coup, m'y restaurer fait partie de l'activité de la journée, ça peut être le cas pour une activité par exemple de parc d'attractions scientifiques, un Vulcania, etc. Il n'y a pas que le musée pur classique. Eh ben, dans ces cas-là, je peux faire une délégation de service public parce que j'ai bien un service public culturel et que la restauration sera l'accessoire de ce service public. En revanche, j'ai un petit musée avec une grosse brasserie et d'ailleurs une partie du flux ne vient pas de l'activité qui vient par le musée ou c'est un petit musée et en fait on y va pour autre chose. Eh ben, j'ai des cas où le juge a refusé la qualification de service public et donc illégalité de la DSP. Diable. Évidemment, une fois que j'ai dit que je pouvais faire, dans certains cas, un marché public ou une DSP, j'ai ensuite tout le choix entre les différents montages contractuels possibles. Voici ici un petit tableau. En fait, il y a beaucoup de choses à construire au cas par cas. Dans le cas, par exemple, des cinémas, ça conduit à des délégations de services publics. Oui, mais il faut bien que ça soit celui qui sera considéré comme l'exploitant. Ça peut être le délégant, ça va dépendre quand vous bâtissez votre contrat, qui fera l'investissement pour optimiser les aides CNC, mais là-dessus, attention, à voir vraiment cas par cas. L'idée, par exemple, de faire un bail commercial, mais le public fait les investissements sans être l'exploitant, alors là, pour le coup, c'est certain que ça pose des problèmes. On aura donc des optimisations et des modes de gestion qui vont dépendre aussi de ces régimes d'optimisation des aides CNC qui elles-mêmes sont en évolution. Voici, par exemple, ici une grille pour une activité d'exposition et de musée dans un domaine culturel assez connu, où on avait fini par faire ces choix de mode de gestion, et vous voyez que voilà, qui a la charge des travaux, qui va payer TVA, surcoût pas de TVA, quelle optimisation, y compris pour le mécénat, mise en concurrence pour les travaux, pour l'exploitation, et du coup, est-ce qu'on fait un GIP, un EPCC, est-ce que je le donne par une association après un appel à manifestation d'intérêt, sans savoir quelle association bien sûr, est-ce que je fais une DSP conseil culturel, est-ce que j'en prends du coup par contrat, est-ce que j'en prends pour 3 ans, 5 ans, 15 ans ou 20 ans à avoir le même partenaire? Ce sont des paramètres extrêmement importants à voir au cas par cas. Et puis parfois on va se dire, je vais le faire moi-même en régie ou en quasi-régie, c'est-à-dire des structures à qui je donne un contrat mais sans mise en concurrence, de type SPL, ou des choses qui ressemblent à ça mais qui passent plus par ce qu'on appelle droit exclusif, comme les établissements publics de coopération culturelle ou les GIP. Oula. Alors à chaque fois, évidemment, les procédures de création ne sont pas les mêmes. Voici ici une procédure de création d'une régie, voici ici le cas d'une SPL, et voici ici l'étape de procédure d'un GIP. Mais les vraies questions, c'est est-ce que je veux avoir du privé? Si je veux avoir du privé, eh bien, dans un GIP, ils sont membres, mais un GIP, je ne pourrais le faire que dans les cas où je ne peux pas utiliser un autre moyen juridique. Le GIP est assez classiquement utilisé aujourd'hui pour les tiers-lieux. Dans d'autres activités culturelles, il faut avoir un bon argumentaire pour justifier qu'on ne peut pas le faire en EPCC. En EPCC, le privé va siéger, mais sans être à proprement parler membre. Mais en revanche, il y a beaucoup d'avantages à l'EPCC, attention. En plus, il y a des tas de cas où le PCC devrait avoir du personnel droit public, mais l'État accepte que l'on glisse vers un système SPIC, où on peut avoir une dualité. On a beaucoup d'avantages à ce régime. La SPL n'est pas toujours à rejeter, alors qu'en culture, ce n'est pas toujours intuitif que de l'accepter. Et on peut avoir des régimes. Mais attention, si j'ai des activités très industrielles et commerciales et très administratives, j'aurai du mal à mettre tout ça dans la même régie. Donc là aussi, au cas par cas. Je vous ai mis ici un petit tableau sur toute une série d'activités culturelles pour une assez grande ville. C'est une mission qui a été faite
il y a pas mal d'années. Et donc voici quelques réflexions de croisement entre les modes de gestion envisagés et quelques critères qui avaient été envisagés par ce client. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec des critères, c'est ce qu'on a vu au tout début, qui sont à affiner au cas par cas. Qu'est-ce qui correspond à votre projet? Qu'est-ce qui est important? Et là, il faut se poser et dépasser les petites bisbilles qui peuvent exister entre le directeur juridique, le directeur financier, le responsable des affaires culturelles, etc. Regardez les statuts de chacun. En matière culturelle, vous avez pas mal de personnes qui sont en CDI, par exemple, de droit public. Eh ben, si vous les faites passer par des régimes de droit privé ou d'emploi fonctionnel de direction, il y aura quelques mesures de prudence à avoir à l'esprit. Je vais prendre tous les critères qu'on évoquait tout à l'heure. On définit les critères qui sont réellement importants. Et ça prend du temps. C'est-à-dire que un projet culturel que vous mèneriez pendant 2 ans, ça devient un serpent de mer. Mais si on se dit que, allez, en 3 semaines, c'est bouclé, il faut dans ces cas-là qu'on ait une idée assez claire de vers ce quoi on va et pourquoi. Et on définit un certain nombre de critères, on regarde les modes de gestion, on élimine ensuite un certain nombre de modes de gestion pour qu'il ne reste plus que 2 ou 3 à envisager, pour zoomer avant, et là, après, on peut passer en phase opérationnelle, en ouvrant l'accouchement de consensus à un certain nombre d'acteurs, culturels, personnels, etc., avec beaucoup de doigté, parce qu'on est dans des domaines où les tensions et les rapports de force ne sont vraiment pas aisés à gérer, en tout cas dans un certain nombre de collectivités. C'est tout à fait passionnant, c'est des domaines vraiment enthousiasmants, mais qui nécessitent vraiment beaucoup de doigté et d'adaptation au cas par cas dans les missions. Le pire, c'est certains bureaux d'études, qui, pas tous, hein, c'est une minorité bien sûr, qui viennent toujours avec les mêmes tableaux, les mêmes schémas et appliquent les mêmes 2 ou 3 solutions, alors que si on a beaucoup de paramètres et beaucoup de modes de gestion possibles, comme je viens d'essayer de le démontrer, c'est bien justement que l'on a des boîtes à outils pleines pour faire du sur-mesure ce qu'il est utile de faire, en ne glissant pas vers des solutions trop compliquées non plus, sinon ça ne sera pas assez évolutif, et sinon on se prendra les pieds dans le tapis, ou on passera son temps à faire de la technicité et non pas de se focaliser sur le projet culturel. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.